Bien, bien, bien. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous allons traiter de l'étrange histoire de Jaco, le garçon singe. C'est comme ça qu'on l'a appelé à l'époque. Alors, mais avant tout, ben, pour ceux ceux qui viennent la première fois, je me présente. Moi, je m'appelle Éric Joie, je suis guide nature, hein, entre autres. J'ai une formation de guide aussi accompagnateur en randonnée, qui est toujours bien utile quand on va sur le terrain avec des gens. J'ai créé, ou on a créé, puisqu'on est pour faire une association sans but lucratif en Belgique, ce qui correspond à une association de 1901 en France. Il fallait à l'époque 3 personnes, et aujourd'hui, il n'en faut plus que 2. Donc, j'ai créé cette association avec d'autres personnes à l'époque en 1993-1993 pour les Belges et les Suisses. Et eh bien, depuis lors, on a fait pas mal d'activités quand même. On a fait des colloques, on a fait des voyages, des expéditions, on a fait quelques voyages un peu plus touristiques de visite, comme en Écosse, autour du Loch Ness notamment. On a monté des expéditions, mais on a participé aussi à d'autres expéditions, etc., etc. Et j'espère que les choses ne vont pas s'arrêter là cette année-ci, après cette interruption de 2 ans qui ont été assez difficiles pour nous, faut-il le dire, avec plusieurs échecs et tentatives de créer des activités qui pas toujours fort bien réussi, mais cela dépendait bien sûr des conditions à l'époque, parce que l'activité et puis l'avant-veille, on vous dit ah non, les frontières sont fermées, ah non, il y a des restrictions, etc. C'est un peu difficile de la mettre sur pied et de remonter quelque chose en vitesse. Alors, c'est ce que j'ai dit à partir de 1997-97. Hein. On va parler comme les Belges et les Suisses. Hein. 1997, ça va être plus simple. Eh bien, on a créé des colloques européens de cryptozoologie, ça je l'ai dit, et j'ai dit aussi qu'on avait organisé depuis 2005-2020 on avait organisé, on était organisateur d'expéditions Sasquatch au Texas d'abord, puis en Colombie-Britannique, et de crypto safari également, qui permettent aux gens de venir avec nous. Il ne faut pas être spécialement diplômé en archéologie ou en paléontologie pour venir avec nous, même si c'est un plus. Et c'est toujours l'occasion aussi d'échanger des savoirs. Hein. Et moi, je n'ai pas la science infuse, il y a toujours des choses que je peux apprendre d'autres personnes aussi, plus qualifiées que moi dans certains domaines. Alors, donc, voilà, ça c'est un petit peu pour me présenter. Et maintenant, on va passer au gros de l'histoire. Alors, toute l'histoire, en fait, de ces captures et débute, en fait, avec un article de journal publié dans un journal de Colombie-Britannique en 1884, qui est le Daily Colonist. Je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais je pourrais en faire. J'ai pas pensé de voir si le Daily Colonist existait encore aujourd'hui, ou bien s'il avait disparu, puisque ça remonte quand même au siècle, non pas au siècle dernier, mais au siècle précédent. Alors, l'article est intitulé What is it? A strange creature captured both Yale and British Columbia gorilla. Correspondence of the Colonist. Bon, ça c'est le titre en anglais, ce qui veut dire en français, pour ceux qui ne correspondraient pas à l'anglais ou qui ne m'auraient pas compris, qu'est-ce que c'est? Une étrange créature capturée au-dessus de Yale, un gorille en Colombie-Britannique, du correspondant de The Colonist. Alors, je vais vous lire cet article entier, qui est quand même un article très intéressant, et nous le verrons pourquoi, mais je ne vais pas vous le lire en anglais, je vais vous le lire en français. Ah oui, j'ai oublié de vous demander aussi si vous m'entendiez bien parfaitement, et voilà, donc dites-moi ici, j'aimerais bien que tout le monde m'entende, je crois bien que oui, mais dites-moi si vous m'entendez, me voyez, ou du moins voyez la page de la conférence. Ça, c'est une chose que d'habitude je le dis. Voilà, dites-le moi ici sur le côté, en vitesse, oui, dites-moi oui, ça suffit, voilà, comme ça je serai rassuré. Que tout le monde m'entende bien avant de commencer cette lecture. 5 sur 5 me dit Pascal, alors si ça, Pascal me dit 5 sur 5, les autres devraient me dire 5 sur 5 aussi, parce que sinon, ça ne dépend pas de moi. Alors, bien, donc, voici l'article en question. Yale, Colombie-Britannique, 3 juillet 1884.
Dans le voisinage immédiat du tunnel numéro 4 situé à 32 km de ce village, se dressent des murailles rocheuses qui n'avaient jamais été franchies jusqu'alors. Mais lundi dernier, dans la matinée, elles ont été escaladées avec succès par les hommes de M. Onderdonk, des employés du chemin de fer venant régulièrement de Lytton. Avec le concours de M. Costerton, courrier de la compagnie du British Columbia Express, un certain nombre d'habitants de Lytton et d'autres localités sises plus à l'est, au prix de difficultés considérables et après une ascension périlleuse, ont réussi à capturer une créature dont on peut vraiment dire qu'elle est mi-homme, mi-bête. Jaco, comme l'ont appelé les auteurs de la capture, présente de nombreux points communs avec le gorille. Il a environ 1,40 m, 1,40 m de haut et il pèse 59 kg. Il a les cheveux noirs, longs et raides et ressemblerait à un être humain si son corps entier, à l'exception de ses mains et de ses pieds ou de ses pattes, n'était recouvert de poils lustrés d'1 centimètre de long environ. Son avant-bras est beaucoup plus long que celui de l'homme, et cet être semble doué d'une vigueur extraordinaire, car il peut briser un bâton par une simple torsion, ce qu'aucun homme vivant ne pourrait briser de cette façon. Depuis sa capture, il est très taciturne. De temps en temps seulement, il pousse une sorte de cri qui est à la fois un grognement et un aboiement. Pourtant, il se montre de plus en plus attaché à son gardien, M. George Tilbury, de Yale, qui se propose de partir bientôt pour Londres, en Angleterre, afin de l'exhiber. Jusqu'à présent, il se nourrit exclusivement de baies et boit du lait frais avec un plaisir évident. D'après le docteur Hannington, il vaut mieux ne pas lui donner de viande crue pour éviter de le faire revenir à l'état sauvage. Voici comment se déroula la capture. Ned Austin, le mécanicien, arriva en vue de la pique formant l'extrémité est du tunnel numéro 4. Quand il aperçut une créature, qu'il prit pour un homme, étendu tout près de la voie, comme s'il dormait. Rapide comme l'éclair, il donna le signal du freinage. En quelques secondes, le train s'immobilisa. Et à ce moment, la créature se releva d'un bond, poussa un glapissement aigu et commença à escalader le talus abrupt. Le chef de train, R.J. Craig, et le courrier Costerton, suivis du préposé aux bagages et du garde-frein, sautèrent à bas de la machine et, sachant qu'ils avaient 20 minutes d'avance sur l'horaire, se lancèrent à la poursuite de la créature. Au bout de 5 minutes d'une ascension périlleuse, celui que l'on supposait être un Indien en proie à une des crises de démence se trouva acculé sur une plateforme rocheuse, sans pouvoir ni continuer à grimper, ni descendre. Comment réussir à le capturer vivant? M. Craig prit une décision rapide. Il monta en rampant sur les mains et les genoux jusqu'à se trouver à 12 mètres au-dessus de la créature. Il saisit un petit quartier de roc et le laissa tomber sur lui, réussissant ainsi à le mettre hors de combat. On monta la corde qui servait à agiter la cloche et on ramena le pauvre Jaco sur la terre-ferme. On le ligota solidement, on l'enferma dans le fourgon, le signal de lâcher le frein retentit et le convoi repartit en direction de Yale. À la gare, une foule considérable s'était amassée, prévenue de la capture par un coup de téléphone donné à Spuzzum Flat. Chacun voulait apercevoir le phénomène que l'on avait capturé. Mais la déception fut grande, car Jaco avait été emmené au dépôt des machines et confié à la personne qui s'en occupe encore actuellement. Une question se pose naturellement. Comment cet être a-t-il pu arriver là où M. Austin l'a aperçu? D'après les conclusions que l'on a observées sur son corps et sur sa tête, il est vraisemblable que Jaco s'était aventuré trop près du haut du talus, qu'il avait glissé, qu'il était tombé et resté étendu là, où on l'avait trouvé jusqu'à ce que le vacarme du train le réveillât. M. Thomas White et M. Gwynne, commandeur de l'ordre d'Empire britannique, ainsi que M. Major, qui tient depuis 2 ans un petit commerce à environ 800 mètres à l'ouest du tunnel, ont signalé qu'ils avaient déjà aperçu une créature bizarre en différents endroits entre le camp 13 et le camp 17, mais que personne ne lui avait accordé une attention particulière, croyant qu'il s'agissait d'un ours ou d'un chien indien égaré. Qui pourra élucider le mystère qui entoure maintenant Jaco? Appartient-il à une espèce inconnue jusqu'alors dans cette partie du continent? Ou est-il vraiment ce que les employés du train ont cru tout d'abord, un Indien fou? Voilà l'article en question.
tel qu'il a été publié en 1884 par un correspondant qui ne signe pas son nom dans le Daily Colonist. Bien. Alors, on verra tout à l'heure, on va analyser cet article qui sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, je vous ai parlé de Yale. Alors, Yale, c'est pas aux États-Unis, c'est en Colombie-Britannique. Il y a parfois des villages ou des villes qui ont des noms identiques, quels que soient les endroits. S'il y a beaucoup de noms qui ont été donnés à des villages et à des villes en Amérique et qui existent également en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? C'est la même chose pour l'Australie. Bien. Alors, Yale, en fait, qui était à l'époque Fort Yale, est une ville située dans la province canadienne de Colombie-Britannique. Ça, nous le savons, dans le district régional de Fraser Valley. Elle fut fondée en 1848 par Ovid Allard, un employé de la baie d'Hudson qui occupait ce nouveau poste. Alors, Ovid Allard a des ancêtres français. Il la nomma d'après le nom de son supérieur, James Murray Yale, chef du district de Columbia. Au moment de la ruée vers l'or, Fort Yale était la plus grande ville à l'ouest de Chicago et au nord de San Francisco. Mais au recensement de 2016, on y a dénombré une population de 143 habitants seulement. Le temps ayant fait son œuvre et la ruée vers l'or s'étant dissipée, bien les gens ont quitté pas mal de villages et pas mal de villes en Colombie-Britannique, dans le Yukon et y compris en Amérique, et ces villes sont devenues quasiment fantômes. Alors, on a parlé dans l'article, si je ne me trompe, du Canadian Pacific Railway. C'est effectivement le nom de la compagnie qui desservait à l'époque la zone. Hein. Et le réseau fut construit initialement, faut-il le dire, entre le Canada oriental et la Colombie-Britannique entre 1881 et 1885, conformément à une promesse d'extension liée à l'entrée de cette province dans la Confédération canadienne en 1871. Ce fut le premier chemin de fer transcontinental au Canada, alors qu'il est aujourd'hui essentiellement un transporteur de fret. À l'époque, il transportait également, et pendant des décennies, il a transporté des voyageurs sur de très longues distances à travers de nombreuses régions du Canada. Et il fut, faut-il le dire, l'instrument de la colonisation et du développement économique du Canada occidental. Alors, ces services voyageurs ont été supprimés seulement en 1978-1978. Donc, c'était une compagnie très connue, mais il y avait également une autre compagnie qui existait à l'époque, c'est le Barnard's Express. Alors, c'était une compagnie de diligence qui était parmi les plus anciennes en Amérique du Nord, et elle était plus ancienne que le Canadian Pacific Railway. Et elle contribuera également au développement de la Colombie-Britannique. Alors voici quelques images du 19e siècle sur Yale. Ce sont des images qui datent de 1885, 1884, 85, 1890, dans ces environs-là. J'ai pu les retrouver. Alors, voilà, le Canadian Pacific Railway à Yale en 1884. On voit la gare à gauche, à droite par exemple, et on voit des trains arriver à gauche. Alors, je vous ai dit également qu'il y avait le Barnard's Express Line Stage à Yale en 1884, qui était une compagnie de diligence en question, qui fut une compagnie très importante et à peu près, et un peu antérieure à celle de, enfin quand je dis un peu antérieure, c'est quand même quelques années antérieure au Canadian Pacific Railway. Alors, le dénommé Barnard avait travaillé au début comme sur un chantier, puis il décida un jour de créer une compagnie de courrier au Canada, et en 1862, il obtient du gouvernement un contrat qui l'autorise donc à acheminer du courrier et des marchandises.
Et il a commencé très modestement, donc Monsieur Barnard a commencé très modestement en achetant une petite mule. Il a chargé le courrier dessus et il l'a conduite sur une piste, la piste Caribou, comme ils le disent. Et ce fut vraiment le début de cette compagnie. À partir de là, la compagnie a pris le nom de Barnard's Express ou de BX et s'est développée pour desservir presque tout l'intérieur de la Colombie-Britannique. Alors, revenons à notre article ici, si vous voulez bien. Alors, voilà encore quelques photos du Pacific Railway. Donc, je suppose qu'à gauche, c'est une locomotive Jupiter que l'on voit, c'est la fameuse locomotive que l'on voit pratiquement dans tous les westerns, hein, avec la grosse cheminée là, avec très évasée sur le dessus, et le chasse-buffle devant. Hein. Alors, revenons maintenant, comme je vous l'ai dit, à notre article. Alors, quoi qu'on pense la presse, on ne peut pas rayer d'un trait de plume tout ce qui est là jugé bon de rapporter dans cet article, sous prétexte que ça ne plaît pas ou que c'est incroyable ou gênant. Non. Alors, d'abord, les qualités de cet article. Alors, pour un journaliste, ce récit est excellent. Il indique des faits précis et datés. Il donne des noms, messieurs Costerton, Underdon, Kilbury, Austin, Dr. Harrington. Il mentionne des décorations, donc puisque M. Gwynne est un membre de l'ordre de l'Empire britannique. L'article ne se livre à aucun commentaire, donc on ne critique rien, relate des faits purs et durs. Les personnes impliquées ne sont pas de simples citoyens comme vous pourrez le penser, mais comme je viens de le dire, ce sont des gens connus à l'époque, ce sont des notables, ce sont des gens qui ont un métier, dont on a les noms précis, on a les professions, donc on peut les retrouver. C'est pas un éleveur, c'est pas quelqu'un, c'est pas un voisin qui, non, ce sont des gens précis et nommés. Et il n'y a pas de commentaires facétieux comme on trouve aujourd'hui, raillant un petit peu les témoins ou raillant la créature en disant oui, on prétend que, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de commentaires facétieux au sujet de choses qui sont peu connues. Alors, il faut dire aussi que on a cet article, mais cet article va être reproduit notamment le 5 juillet 1884 dans The Columbian, qui est un autre journal à l'époque, et le 15 juillet dans le Manitoba Daily Press. A Man Beast Alleged Capture of a Frontier Creature in BC. Moi, ça c'est sous un autre titre, mais c'est exactement la même chose. Voici donc, cependant, et pourtant, le Mainland Guardian et le Columbian, le journal, le périodique de tout à l'heure, va pourtant publier d'autres articles qui seront un peu moins élogieux. Alors, voici le premier article du Mainland Guardian de What is it? What is it? Le qu'est-ce que c'est? Yale, British Columbia, July 9, 1884, 1884. Yes. Donc, voici l'article en question. Je vous fais la traduction. Le qu'est-ce que c'est est le sujet de conversation en ville ce soir. Il est difficile de deviner comment l'histoire est née et par qui. L'absurdité est écrite sur le visage de celui-ci. Le fait est qu'aucun animal de ce genre n'a été capturé. Et comment le colon a été dupé d'une manière et par une telle histoire, d'une telle manière et par une telle histoire est étrange. Et plus étrange encore, lorsque le Colombien le reproduisit dans ce journal. Le train de circonstances liées à la découverte de Jaco et à son élimination était et est toujours un mystère. Donc, on commence déjà à avoir certaines critiques. Comme je dis, même si l'article, on le reproduit, on a quand même certaines critiques. Le 12 juillet, également, on va retrouver un autre article dans le Columbian.
qui va également le critiquer. Après avoir publié l'article en disant que, OK, il y a des choses, après, on va dire que non, il y a autre chose. Mardi dernier, 8 juillet, il a été signalé que l'homme sauvage qui aurait été capturé à Yale avait été envoyé dans cette ville et pourrait être vu à la prison. Un déferlement de citoyens s'est produit immédiatement et on rapporte que pas moins de 200 d'entre eux ont impatiemment supplié d'être admis à l'intérieur de la maison d'arrêt du Skookum. Skookum était un des termes utilisés par les Amérindiens pour désigner ce type de créature. Et comme à l'époque, on n'avait pas encore le terme de Sasquatch ni de Bigfoot, ils ont utilisé un terme que les populations locales utilisaient pour désigner et utilisent toujours pour désigner ces créatures. Le seul homme sauvage visible était M. Morrisby, gouverneur de la prison, dont la patience a complètement été épuisée en répondant aux demandes des visiteurs qui avaient acheté leur entrée. Alors, première critique, rien n'indique que le Daily Colonist ait exercé son droit de réponse pour défendre son histoire originale et démentir les articles ci-dessus. Alors ça pourrait ajouter du grain à celui qui dirait que toute cette histoire n'est qu'un canular. Cependant, il est inhabituel que 2 journaux aient été autorisés à publier l'histoire en question si le Daily Colonist était au courant qu'il s'agissait d'un canular. Donc, il y aurait probablement que le Daily Colonist aurait fait un veto tout de suite sur la publication en disant, et aurait répondu pourquoi publier cela, et aurait démenti en disant oui, c'est un canular ou c'est pas un canular, bon, peu importe. Alors, on a cependant des informations fournies par un guide de chasse, Chilko Choate, qui a déclaré que son grand-père était là lorsque ce singe a été amené et gardé à Yale. Alors, que grand-père Choate ait réellement vu la créature n'est pas confirmé aujourd'hui. Ce n'est qu'un témoignage de seconde main. Et d'un autre côté, le docteur Hennington, qui est mentionné dans l'article du Daily Colonist, lui était bien connu, par contre, à l'époque. Donc, pourquoi citer des gens, comme je l'ai dit, citer des gens comme quoi c'était un canular, hein? Alors, on peut peut-être encore voir d'autres choses, critiquons. Oui, première chose qui pose un problème, c'est que je n'ai pas pu trouver l'article original. J'ai trouvé un très mauvais microfilm où on ne voit pas grand-chose. Mais le premier problème par rapport à cet article, si on veut que ce soit un canular, c'est d'abord que la date de l'article est de 1882, alors que la date de publication est 1884. S'agit-il d'une simple erreur de typographie? C'est une question que l'on peut poser. Et émettre l'hypothèse que l'événement s'est réellement produit en 1882 et n'a été publié par le Daily Colonist que 2 ans plus tard n'est pas suffisant, à moins que, bien sûr, l'article ne soit destiné à être un canular. Je sais, l'histoire est compliquée. Alors, d'après des recherches, il y a un autre problème, c'est que dans l'article, on dit que la capture a été annoncée par téléphone. Or, il y a, d'après ce que je sais, le télégraphe viril de Vancouver n'a été mis en place qu'en 1898 et le service téléphonique en 1927. Or, le Daily Colonist, je ne sais pas si je l'ai précisé, est publié à Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique, capitale de la province, et se trouve sur l'île de Vancouver. Donc, il faut s'imaginer que cette histoire qui a eu lieu à près de 200 km de Vancouver puisse arriver jusqu'à Victoria dans un délai très court. Or, comme je dis, le téléphone et le télégraphe n'existaient pas encore à l'époque, contrairement à ce que l'article prétend.
On nous dit dans l'article que l'événement, la capture de Jaco, a eu lieu le lundi 30 juin. Comme l'article a été publié dans l'édition du vendredi matin 3-4 juillet, du Daily Colony, ce qui signifie que celui-ci, qui a écrit l'article, le correspondant, n'a eu que 2 jours pour rechercher toutes les informations qu'il donne, les noms des participants, les circonstances de la capture, l'endroit de la capture, etc., et envoyer l'article ensuite à Victoria, c'est-à-dire un parcours de 190 km à vol d'oiseau. On n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas d'avion à l'époque, nous sommes dans un système de train et éventuellement de télégraphe. Mais là, je viens de dire que le télégraphe n'existait pas encore, n'a existé que 15 ans plus tard. Alors, quand je dis que ça n'existait pas, du moins jusqu'en Colombie-Britannique, jusqu'à Victoria. Donc, le Daily Colonist ne pouvait pas le recevoir par télégraphe. On peut supposer autre chose. Car en effet, à l'époque, il y avait bien un service télégraphique vers New Westminster, qui est dans la banlieue de Vancouver, et vers Vancouver. Donc, on pouvait effectivement téléphoner à l'époque ou télégraphier, il y avait un service de téléphone et de télégraphe, jusque Vancouver ou jusque New Westminster, qui est la banlieue. Alors, on peut imaginer également que, arrivé là, le journaliste qui l'a reçu s'est dépêché de prendre un ferry à vapeur pour traverser et aller porter ça en main propre au Daily Colonist. Donc, c'était un parcours finalement très long pour une dépêche et qui devait coûter très cher, puisqu'il y a le télégraphe ou le téléphone, et puis en plus, il y a la traversée et la personne, le courrier, le journaliste, je ne sais pas si c'était un journaliste ou un courrier qui apportait cela à la rédaction du Daily Colonist. Alors, finalement, il n'est pas impossible que cette information ait pu arriver dans les temps, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne dans cette histoire, malgré ce délai serré. Est-ce qu'une nouvelle d'une nature telle que la capture d'un homme sauvage était-ce une nouvelle tellement importante et tellement primordiale qu'elle puisse faire la une d'un journal, par exemple, et qu'elle soit considérée comme urgente pour arriver jusqu'à Victoria et justifier les dépenses financières pour que cette dépêche arrive, alors que finalement ce n'est qu'un fait que je pourrais qualifier d'anecdotique. Alors, on peut supposer donc que c'est une histoire qui est un article qui est à classer sans doute parmi des canulars définitivement, écrit par quelqu'un peut-être en 1882 et envoyé au journal, et que de là, comme une période éventuellement, sous une période éventuellement où on avait peu de choses à publier dans les Colonist, eh bien, cette histoire est ressortie et on l'a publiée 2 ans plus tard, en 1884. On peut imaginer cela. Alors, un autre point qui a dérangé les chercheurs qui se sont penchés sur le problème, en premier lieu, le fait que des hommes du train aient pu coincer Jaco repousse un peu les limites de cette histoire, alors que Jaco étant une créature réelle, si c'est une créature réelle, c'est une créature sauvage, et probablement il aurait été capable de surpasser physiquement et intellectuellement la rapidité et la possibilité la possibilité pour ses poursuivants de le rejoindre. Autre point, faut-il voir dans ce petit morceau de rocher que on lui lance à 12 mètres de haut? C'est possible, mais c'est quand même une assez longue distance. Au moins de le laisser tomber sur sa tête comme ça, du haut, mais
c'est peut-être pas évident non plus de toucher la créature pour l'assommer ou pour le réveiller. Bon. Ensuite, il y a un problème aussi de distance. L'article indique que la capture a eu lieu immédiatement près du tunnel numéro 4 situé à 20 miles, donc c'est-à-dire à 32 km environ au-dessus du village donc, de Yale. Alors que le tunnel numéro 4 en question n'est situé qu'à 3 km de Yale et non pas à 32 km comme indiqué dans l'article. Alors, j'ai ici trouvé quelques images. Bon, voilà, la date passe un petit peu, c'est ce que je vous ai dit. Je dis qu'il avait été plus agile que ses poursuivants. Il aurait dû être plus agile que ses poursuivants humains. Que l'assommer avec un petit rocher, c'est peut-être pas évident. Voilà, donc on a ici en haut le tunnel numéro 4 en question. Tunnel numéro 4 qui se trouve à environ 3 km de Yale. Et en bas, l'endroit où Jaco aurait été capturé. Donc, c'est-à-dire à 32 km. Alors, je ne sais pas si à droite c'est un tunnel ou un effet de la photo, mais tout à fait à droite ou un arbre, comme on voit ici tout à fait à droite de la photo. Mais en tout cas, les informations que j'ai pas été vérifié sur place, j'ai été de ce côté-là, mais à l'époque je n'avais pas l'histoire en tête, et donc j'ai pas été vérifié en question s'il y avait un tunnel ou pas. Mais il n'y a peut-être pas de tunnel à l'endroit à 20 miles, donc à 32 km de Yale. Alors, il y a un petit peu ce qu'il en est. Alors, donc, si vous voyez dans cette carte, ici en haut, vous voyez Boston Bar, qui est une autre localité, et en dessous, l'endroit où Jaco aurait été capturé. Boston Bar se trouve à plus ou moins 1 kilomètre de l'endroit où Jaco, on a prétendu qu'il a été capturé à donc 32 km. Or, Spuzum, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'endroit où l'indication, enfin où le message a été envoyé par télégraphe ou téléphone, se trouve ici et Yale se trouve dans le bas. Or, le dépôt en question se trouve dans cette zone-ci, dans les zones en bas. Vous voyez, est-ce que j'ai un moyen de... Non, j'ai malheureusement pas à ma disposition ça c'est dommage qu'ils ne le précisent pas parce que qu'ils ne le donnent pas cette possibilité d'avoir une flèche qui pourrait vous indiquer. Mais enfin, donc à peu près dans le tiers en bas, vous voyez Spuzum. Ensuite, vous voyez également le dépôt où a été d'où est envoyé le télégraphe, parce que visiblement a été maintenu Jaco, pardon. Et vous voyez Yale. Donc, si Jaco, réfléchissons, a été capturé effectivement là, donc au-dessus, près de Boston Bar, il est beaucoup plus facile d'aller à Boston Bar, envoyer le télégramme ou de donner l'appel téléphonique que de descendre jusqu'à Spuzum en question et de là appeler Yale en question. Donc là, il y a un problème quelque part. Donc, on peut imaginer finalement que, j'espère que vous me suivez, que Jaco n'a pas été capturé effectivement du côté de Boston Bar à 32 km, donc à 20 miles, mais en fait à 2 miles, donc une erreur typographique fait que en fait Jaco a été capturé effectivement à 3 km de Yale, donc que l'on envoie à ce moment-là vers Yale un appel téléphonique à Spuzum ou à Yale pour signaler sa capture, appel téléphonique qui arrivera à Vancouver ou à West Westminster, ça me semble beaucoup plus logique que toute cette démarche en question. Donc, les 20 mails seraient plutôt une faute typographique lors de l'impression de l'article en juillet 1884 en question. Alors voilà, ça c'est l'explication. J'espère que j'étais un petit peu clair dans mon explication qui semble un petit peu compliquée, mais enfin bon. Alors, autre élément en faveur du canular quelque part,
John Green et René Daynden. Alors, John Green, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi les autres conférences, John Green est un des premiers à avoir enquêté de façon systématique et pendant presque tout le restant de sa vie sur le Sasquatch. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, je vais dire, ce sont des tonnes de témoignages qu'il a recueillis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2003, aujourd'hui il est décédé. Et John Green, c'est celui un petit peu qui était sur place sur l'affaire du Bigfoot, là où de Bluff Creek en 1958, où les premières traces ont pas les premières traces découvertes, mais où l'incident autour de ce chantier routier a pour la première fois permis de citer le terme de Bigfoot quelque part par un des ouvriers qui a assisté à tous ces événements. Et John Green a enquêté. Il était journaliste et directeur d'un journal local, un petit peu ici, comme je vous ai dit sur les journaux que j'ai cités ici, mais lui n'était pas à Yale. Donc il a publié des articles, il a publié plein de choses, il s'est intéressé au sujet et il a continué à étudier. Alors René Daynden, en fait, est une des grandes figures aussi de la recherche sur le Sasquatch. Il est d'origine suisse et il a émigré au Canada vers l'âge de 20 ans. Et par hasard, on ne va pas raconter son histoire ici. Jusqu'à sa mort, il a enquêté sur le Sasquatch Bigfoot, tout à fait convaincu de son existence, même si lui-même ne l'a jamais rencontré physiquement. Et René Daynden avait d'ailleurs une sacrée réputation un peu d'extrémiste comme ça et d'homme un peu intolérant. Il a une réputation comme ça qu'il fallait un caractère un petit peu de cochon, comme on dit aujourd'hui. Alors, ces deux personnes, René Daynden et John Green, sont décédés aujourd'hui, mais leurs travaux sont toujours tout à fait accessibles. Donc, John Green et René Daynden interrogent en 1958 l'historien de Yale, Gus Millikan, qui déclare qu'il ne sait rien de l'incident. Alors, c'est très curieux. Alors, bon, replaçons un petit peu qui est donc Gus Millikan. Alors, August Millikan n'est pas quelqu'un d'inconnu, du moins dans la région, puisqu'il a découvert des artefacts, donc des vestiges des Premières Nations amérindiennes, c'est comme ça qu'on appelle les Amérindiens aux États-Unis, First Nations, les Premières Nations. Il a découvert un site à environ 4 km au nord de Yale. Ah bah tiens, à peu près dans la région, effectivement, apparemment, où on aurait capturé Jaco à peu près à cette distance-là. Et d'après les fouilles qu'on a fait à l'endroit, ce site en question daterait de plus de 9000 ans. Et c'est un des sites qui est un des plus anciens de Colombie-Britannique, et on lui a d'ailleurs donné le nom de site Millikan. Alors, John Millikan, donc c'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est aussi un historien, comme je l'ai dit, très astucieux et très méticuleux. Et il est donc tout à fait étrange qu'il n'ait jamais entendu parler de cette histoire, qu'il n'ait jamais rencontré de journaux, de lettres, de notes et compagnie. Alors, il est très curieux que même si l'histoire n'était pas vraie en question, même si l'histoire était un canular, en tout cas, la publication du coloniste, elle est tout à fait authentique et tout à fait réelle, ça, on en est tout à fait sûr. Alors, on peut penser que tout le monde à l'époque savait ou avait compris que l'histoire était un canular et l'a simplement ignoré, y compris l'historien local, quel qu'il soit. Donc, Millikan n'est sans doute pas le premier historien à travailler sur Yale et il n'a pas été le dernier non plus. Alors, on a ensuite une déclaration aussi de seconde main d'un chef indien dont je vais essayer de prononcer le mot. Alors, revenons à notre article ici, si vous voulez bien. Alors, voilà encore quelques photos du Pacific Railway. Donc, je suppose qu'à gauche, c'est une locomotive Jupiter que l'on voit, c'est la fameuse locomotive que l'on voit pratiquement dans tous les westerns, hein, avec la grosse cheminée là, avec très évasée sur le dessus, et le chasse-buffle devant. Hein.
Alors, revenons maintenant, comme je vous l'ai dit, à notre article. Alors, quoi qu'on pense la presse, on ne veut pas rayer d'un trait de plume tout ce qui est là jugé bon de rapporter dans cet article, sous prétexte que ça ne plaît pas ou que c'est incroyable ou gênant. Non. Alors, d'abord, les qualités de cet article. Alors, pour un journaliste, ce récit est excellent. Il indique des faits précis et datés. Il donne des noms, messieurs Costerton, Underdog, Tilbury, Austin, Dr. Harrington. Il mentionne des décorations, donc puisque M. Gwynne est un membre de l'ordre de l'Empire britannique. L'article ne se livre à aucun commentaire, donc on ne critique rien, relate des faits purs et durs. Les personnes impliquées ne sont pas de simples citoyens comme vous pourrez le penser, mais comme je viens de le dire, ce sont des gens connus à l'époque, ce sont des notables, ce sont des gens qui ont un métier, dont on a les noms précis, on a les professions, donc on peut les retrouver. C'est pas un éleveur, c'est pas quelqu'un, c'est pas un voisin qui, non, ce sont des gens précis et nommés. Et il n'y a pas de commentaires facétieux comme on trouve aujourd'hui, raillant un petit peu les témoins ou raillant la créature en disant oui, on prétend que, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de commentaires facétieux au sujet de choses qui sont peu connues. Alors, il faut dire aussi que on a cet article, mais cet article va être reproduit notamment le 5 juillet 1884 dans The Columbian, qui est un autre journal à l'époque, et le 15 juillet dans le Manitoba Daily Press. A man beast alleged capture of a frontier creature in BC. Moi, ça c'est sous un autre titre, mais c'est exactement la même chose. Voici donc, cependant, et pourtant, le Mainland Guardian et le Columbian, le journal, le périodique de tout à l'heure, va pourtant publier d'autres articles qui seront un peu moins élogieux. Alors, voici le premier article du Mainland Guardian de What is it? Le qu'est-ce que c'est? Yale, British Columbia, July 9, 1884, 1884. Yes. Donc, voici l'article en question. Je vous fais la traduction. Le qu'est-ce que c'est est le sujet de conversation en ville ce soir. Il est difficile de deviner comment l'histoire est née et par qui. L'absurdité est écrite sur le visage de celui-ci. Le fait est qu'aucun animal de ce genre n'a été capturé. Et comment le colon a été dupé d'une manière et par une telle histoire, d'une telle manière et par une telle histoire est étrange. Et plus étrange encore, lorsque le Colombien le reproduisit dans ce journal. Le train de circonstances liées à la découverte de Jaco et à son élimination était et est toujours un mystère. Donc, on commence déjà à avoir certaines critiques. Comme je dis, même si l'article, on le reproduit, on a quand même certaines critiques. Le 12 juillet, également, on va retrouver un autre article dans le Columbian, qui va également le critiquer. Après avoir publié l'article en disant que, OK, il y a des choses, après, on va dire que non, il y a autre chose. Mardi dernier, 8 juillet, il a été signalé que l'homme sauvage qui aurait été capturé à Yale avait été envoyé dans cette ville et pourrait être vu à la prison. Un déferlement de citoyens s'est produit immédiatement et on rapporte que pas moins de 200 d'entre eux ont impatiemment supplié d'être admis à l'intérieur de la maison d'arrêt du Skookum. Skookum était un des termes utilisés par les Amérindiens pour désigner ce type de créature. Et comme à l'époque, on n'avait pas encore le terme de Sasquatch ni de Bigfoot, ils ont utilisé un terme que les populations locales utilisaient pour désigner et utilisent toujours pour désigner ces créatures. Le seul homme sauvage visible était M. Morrisby, gouverneur de la prison, dont la patience a complètement été épuisée en répondant aux demandes des visiteurs qui avaient acheté leur entrée. Alors,
Première critique, rien n'indique que le Daily Colonist ait exercé son droit de réponse pour défendre son histoire originale et démentir les articles ci-dessus. Alors ça pourrait ajouter du grain à celui qui dirait que toute cette histoire n'est qu'un canular. Cependant, il est inhabituel que 2 journaux aient été autorisés à publier l'histoire en question si le Daily Colonist était au courant qu'il s'agissait d'un canular. Donc, il y aurait probablement que le Daily Colonist aurait fait un veto tout de suite sur la publication en disant, et aurait répondu, pourquoi publier cela, et aurait démenti en disant oui, c'est un canular ou c'est pas un canular, bon, peu importe. Alors, on a cependant des informations fournies par un guide de chasse, Chilko Choate, qui a déclaré que son grand-père était là lorsque ce singe a été amené et gardé à Yale. Alors, que grand-père Choate ait réellement vu la créature n'est pas confirmé aujourd'hui. Ce n'est qu'un témoignage de seconde main. Et d'un autre côté, le docteur Hennington, qui est mentionné dans l'article du Daily Colonist, lui était bien connu, par contre, à l'époque. Donc, pourquoi citer des gens, comme je l'ai dit, citer des gens comme quoi c'était un canular, hein? Alors, on peut peut-être encore voir d'autres choses, critiquons. Oui, première chose qui pose un problème, c'est que je n'ai pas pu trouver l'article original. J'ai trouvé un très mauvais microfilm où on ne voit pas grand-chose. Mais le premier problème par rapport à cet article, si on veut que ce soit un canular, c'est d'abord que la date de l'article est de 1882, alors que la date de publication est 1884. S'agit-il d'une simple erreur de typographie? C'est une question que l'on peut poser. Et émettre l'hypothèse que l'événement s'est réellement produit en 1882 et n'a été publié par le Daily Colonist que 2 ans plus tard n'est pas suffisant, à moins que, bien sûr, l'article ne soit destiné à être un canular. Je sais, l'histoire est compliquée. Alors, d'après des recherches, il y a un autre problème, c'est que dans l'article, on dit que la capture a été annoncée par téléphone. Or, il y a, d'après ce que je sais, le télégraphe viril de Vancouver n'a été mis en place qu'en 1898, 1898 et le service téléphonique en 1927. Or, le Daily Colonist, je ne sais pas si je l'ai précisé, est publié à Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique, capitale de la province, et se trouve sur l'île de Vancouver. Donc, il faut s'imaginer que cette histoire qui a eu lieu à près de 200 km de Vancouver, puisse arriver jusqu'à Victoria dans un délai très court. Or, comme je dis, le téléphone et le télégraphe n'existaient pas encore à l'époque, contrairement à ce que l'article prétend. On nous dit dans l'article que l'événement, la capture de Jaco, a eu lieu le lundi 30 juin. Comme l'article a été publié dans l'édition du vendredi matin 3-4 juillet, du Daily Colonist, ce qui signifie que celui-ci, qui a écrit l'article, le correspondant, n'a eu que 2 jours pour rechercher toutes les informations qu'il donne, les noms des participants, les circonstances de la capture, l'endroit de la capture, etc., et envoyer l'article ensuite à Victoria. C'est-à-dire un parcours de 190 km à vol d'oiseau. On n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas d'avion à l'époque, nous sommes dans un système de train et éventuellement de télégraphe. Mais là, je viens de dire que le télégraphe n'existait pas encore, n'a existé que 15 ans plus tard. Alors,
Quand je dis que ça n'existait pas, du moins jusqu'en Colombie-Britannique, jusqu'à Victoria. Donc, le Daily Colonist ne pouvait pas le recevoir par télégraphe. On peut supposer autre chose. Car en effet, à l'époque, il y avait bien un service télégraphique vers New Westminster, qui est dans la banlieue de Vancouver, et vers Vancouver. Donc, on pouvait effectivement téléphoner à l'époque, ou télégraphier, il y avait un service de téléphone et de télégraphe, jusque Vancouver ou jusque New Westminster, qui est la banlieue. Alors, on peut imaginer également que, arrivé là, le journaliste qui l'a reçu s'est dépêché de prendre un ferry à vapeur pour traverser et aller porter ça en main propre au Daily Colonist. Donc, c'était un parcours finalement très long pour une dépêche et qui devait coûter très cher, puisqu'il y a le télégraphe ou le téléphone, et puis en plus, il y a la traversée et la personne, le courrier, le journaliste, je ne sais pas si c'était un journaliste ou un courrier qui apportait cela à la rédaction du Daily Colonist. Alors, finalement, il n'est pas impossible que cette information ait pu arriver dans les temps, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne dans cette histoire, malgré ce délai serré. Est-ce qu'une nouvelle d'une nature telle que la capture d'un homme sauvage était-ce une nouvelle tellement importante et tellement primordiale qu'elle puisse faire la une d'un journal, par exemple, et qu'elle soit considérée comme urgente pour arriver jusqu'à Victoria et justifier les dépenses financières pour que cette dépêche arrive, alors que finalement ce n'est qu'un fait que je pourrais qualifier d'anecdotique. Alors, on peut supposer donc que c'est une histoire qui est un article qui est à classer sans doute parmi des canulars définitivement, écrit par quelqu'un peut-être en 1882 et envoyé au journal, et que de là, comme une période éventuellement, sous une période éventuellement où on avait peu de choses à publier dans Daily Colonist, eh bien, cette histoire est ressortie et on l'a publiée 2 ans plus tard, en 1884. On peut imaginer cela. Alors, un autre point qui a dérangé les chercheurs qui se sont penchés sur le problème, en premier lieu, le fait que des hommes du train aient pu coincer Jacot repousse un peu les limites de cette histoire, alors que Jacot étant une créature réelle, si c'est une créature réelle, c'est une créature sauvage, et probablement il aurait été capable de surpasser physiquement et intellectuellement la rapidité et la possibilité la possibilité pour ses poursuivants de le rejoindre. Autre point, faut-il voir dans ce petit morceau de rocher que on lui lance à 12 mètres de haut? C'est possible, mais c'est quand même une assez longue distance, au moins de le laisser tomber sur sa tête comme ça, du haut, mais c'est peut-être pas évident non plus de toucher la créature pour l'assommer ou pour le réveiller. Bon. Ensuite, il y a un problème aussi de distance. L'article indique que la capture a eu lieu immédiatement près du tunnel numéro 4 situé à 20 miles, donc c'est-à-dire à 32 km environ au-dessus du village donc de Yale. Alors que le tunnel numéro 4 en question n'est situé qu'à 3 km de Yale et non pas à 32 km comme indiqué dans l'article. Alors, j'ai ici trouvé quelques images. Bon, voilà, la date passe un petit peu, c'est ce que je vous ai dit. Je dis qu'il avait été plus agile que ses poursuivants. Il aurait dû être plus agile que ses poursuivants humains.
Que de l'assommer avec un petit rocher, c'est peut-être pas évident. Voilà, donc on a ici en haut le tunnel numéro 4 en question. Tunnel numéro 4 qui se trouve à environ 3 km de Yale. Et en bas, l'endroit où Jaco aurait été capturé. Donc, c'est-à-dire à 32 km. Alors, je ne sais pas si à droite c'est un tunnel ou un effet de la photo, mais tout à fait à droite, ou un arbre, comme on voit ici, tout à fait à droite de la photo. Mais en tout cas, les informations que j'ai pas été vérifié sur place. J'ai été de ce côté-là, mais à l'époque, je n'avais pas l'histoire en tête, et donc j'ai pas été vérifié en question s'il y avait un tunnel ou pas. Mais il n'y a peut-être pas de tunnel à l'endroit à 20 miles, donc à 32 km de Yale. Alors, il y a un petit peu ce qu'il en est. Alors, donc, si vous voyez dans cette carte, ici en haut, vous voyez Boston Bar, qui est une autre localité, et en dessous, l'endroit où Jaco aurait été capturé. Boston Bar se trouve à plus ou moins 1 kilomètre de l'endroit où Jaco, on a prétendu qu'il a été capturé à donc 32 km. Or, Spuzum, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'endroit où l'indication, enfin où le message a été envoyé par télégraphe ou téléphone, se trouve ici, et Yale se trouve dans le bas. Or, le dépôt en question se trouve dans cette zone-ci, dans les zones en bas. Vous voyez, est-ce que j'ai un moyen de... Non, j'ai malheureusement pas à ma disposition ça c'est dommage qu'ils ne le précisent pas parce que qu'ils ne le donnent pas cette possibilité d'avoir une flèche qui pourrait vous indiquer. Mais enfin, donc à peu près dans le tiers en bas, vous voyez Spuzum. Ensuite, vous voyez également le dépôt où d'où est envoyé le télégraphe, parce que visiblement a été maintenu Jaco, pardon. Et vous voyez Yale. Donc, si Jaco, réfléchissons, a été capturé effectivement là, donc au-dessus, près de Boston Bar, il est beaucoup plus facile d'aller à Boston Bar, envoyer le télégramme, ou de donner l'appel téléphonique, que de descendre jusqu'à Spuzum en question, et de là appeler Yale en question. Donc là, il y a un problème quelque part. Donc, on peut imaginer finalement que, j'espère que vous me suivez, que Jaco n'a pas été capturé effectivement du côté de Boston Bar à 32 km, donc à 20 miles, mais en fait à 2 miles, donc une erreur typographique fait que en fait Jaco a été capturé effectivement à 3 km de Yale, donc que l'on envoie à ce moment-là vers Yale un appel téléphonique à Spuzum ou à Yale pour signaler sa capture, appel téléphonique qui arrivera à Vancouver ou à West Westminster, ça me semble beaucoup plus logique que toute cette démarche en question. Donc, les 20 mails seraient plutôt une faute typographique lors de l'impression de l'article en juillet 1884 en question. Alors voilà, ça c'est l'explication. J'espère que j'étais un petit peu clair dans mon explication qui semble un petit peu compliquée, mais enfin bon. Alors, autre élément en faveur du canular quelque part, John Green et René Dahinden. Alors, John Green, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi les autres conférences, John Green est un des premiers à avoir enquêté de façon systématique et pendant presque tout le restant de sa vie sur le Sasquatch. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, je vais dire, ce sont des tonnes de témoignages qu'il a recueillis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2003, aujourd'hui il est décédé. Et John Green, c'est celui un petit peu qui était sur place sur l'affaire du Bigfoot, là où de Bluff Creek en 1958, où les premières traces ont pas les premières traces découvertes, mais où l'incident autour de ce chantier routier a pour la première fois
permis de citer le terme de Bigfoot, quelque part, par un des ouvriers qui a assisté à tous ces événements, et John Green a enquêté. Il était journaliste et directeur d'un journal local, un petit peu ici, comme je vous ai dit, les journaux que j'ai cités ici, mais lui, il n'était pas à Yale. Donc, il a publié des articles, il a publié plein de choses, il s'est intéressé au sujet et il a continué à étudier. Alors, René Daynden, en fait, est une des grandes figures aussi de la recherche sur le Sasquatch. Il est d'origine suisse et il a émigré au Canada vers l'âge de 20 ans. Et par hasard, on ne va pas raconter son histoire ici. Jusqu'à sa mort, il a enquêté sur le Sasquatch Bigfoot, tout à fait convaincu de son existence, même si lui-même ne l'a jamais rencontré physiquement. Et René Daynden avait d'ailleurs une sacrée réputation un peu d'extrémiste comme ça et d'homme un peu intolérant. Il a une réputation comme ça qu'il fallait un caractère un petit peu de cochon, comme on dit aujourd'hui. Alors, ces deux personnes, René Daynden et John Green, sont décédés aujourd'hui, mais leurs travaux sont toujours tout à fait accessibles. Donc, John Green et René Daynden interrogent en 1958 l'historien de Yale, Gus Millikan, qui déclare qu'il ne sait rien de l'incident. Alors, c'est très curieux. Alors, bon, replaçons un petit peu qui est donc Gus Millikan. Alors, Gus Millikan n'est pas quelqu'un d'inconnu, du moins dans la région, puisqu'il a découvert des artefacts, donc des vestiges des Premières Nations amérindiennes, c'est pour ça qu'on appelle les Amérindiens aux États-Unis, First Nations, les Premières Nations. Il a découvert un site à environ 4 km au nord de Yale. Ah bah tiens, à peu près dans la région, effectivement, apparemment, où on aurait capturé Jaco, à peu près cette distance-là. Et d'après les fouilles qu'on a fait à l'endroit, ce site en question daterait de plus de 9000 ans. Et c'est un des sites qui est un des plus anciens de Colombie-Britannique, et on lui a d'ailleurs donné le nom de site Millikan. Alors, John Millikan, donc, c'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est aussi un historien, comme je l'ai dit, très astucieux et très méticuleux. Et il est donc tout à fait étrange qu'il n'ait jamais entendu parler de cette histoire, qu'il n'ait jamais rencontré de journaux, de lettres, de notes et compagnie. Alors, il est très curieux que même si l'histoire n'était pas vraie en question, même si l'histoire était un canular, en tout cas, la publication du coloniste, elle est tout à fait authentique et tout à fait réelle, ça, on en est tout à fait sûr. Alors, on peut penser que tout le monde à l'époque savait ou avait compris que l'histoire était un canular et l'a simplement ignoré, y compris l'historien local, quel qu'il soit. Donc, Millikan n'est sans doute pas le premier historien à travailler sur Yale et il n'a pas été le dernier non plus. Alors, on a ensuite une déclaration aussi de seconde main d'un chef indien dont je vais essayer de prononcer le mot, Katsalano, qui dit avoir effectivement vu une créature dont la description correspond à Jaco et qui a été exposée justement aux environs de Vancouver en 1884 à Burrard Inlet. Alors, c'est la seule référence que nous avons d'une exposition, d'une exhibition de Jaco. Et comme c'est la seule, est-ce que cette information n'est pas à mettre dans les informations suspectes? Or, il aurait dû, s'il y avait eu une exhibition, s'il y avait une présentation de Jaco comme dans une foire, etc., on devrait avoir eu un compte rendu écrit de l'incident quelque part dans un journal local, car ça aurait attiré les foules. Donc, quelqu'un aurait dû voir cette manifestation et en plus, comme je dis, il aurait dû y avoir des articles de journaux ou des notes ou peut-être même des photos à l'époque. La photographie existant déjà, même si elle n'était pas aussi perfectionnée qu'aujourd'hui, mais elle existait déjà. D'ailleurs, la photographie, entre parenthèses, a été
très, très exploitée et très, très importante lors de la guerre de sécession, la guerre civile en 1861-1865. Hein. Et elle était bien couverte par les journalistes de guerre de l'époque, c'était le début de la profession. C'est aussi la première fois ou une des premières fois qu'on utilise les photos et qu'on publie des photos dans les journaux de telle manière pour relater les événements de la guerre de sécession comme on fait aujourd'hui dans les guerres qui existent encore aujourd'hui où on envoie des correspondants de guerre qui nous ramènent des films, des photos et compagnie. Donc c'est vraiment là le premier épisode, la première fois qu'en guerre on envoie des reporters pour relater des faits des champs de bataille. Alors, que savons-nous en fait du devenir de Jaco? Eh bien, on sait que Jaco, du moins, il est dit que Jaco a été expédié dans une cage à l'est de du Canada, donc vers l'est du Canada, c'est-à-dire vers le Québec et dans ces zones-là, ou qu'il est parti en Angleterre pour être utilisé dans un spectacle. Mais visiblement, il n'est jamais arrivé à l'une ou l'autre de ces destinations. Puisque, bon, c'est l'article qui dit, souvenez-vous, qu'il a été expédié en Angleterre. Donc il est parti vers l'Est et il a été expédié en Angleterre. Mais il n'y a aucune trace de l'arrivée de Jaco en Angleterre en ce qui concerne donc, notamment cette annonce un peu bizarre. Mais, en 1946, un reporter a interviewé un vieil habitant de Lytton qui se rappelait avoir vu la créature, déclare que ce n'était pas un homme et pourtant elle ressemblait plus à un homme qu'à n'importe quel autre être. Elle avait été bel et bien capturée près du Fraser. Fraser, c'est un fleuve, c'est une grosse rivière qui va se jeter dans le Pacifique. Et donc, par conséquent, il fallait expliquer comment elle était arrivée là et déterminer son espèce. Bon. John Green, de son côté, a interviewé en 1958 August Castle, ça je l'ai dit, un résident, non, c'est pas August Castle, il a interrogé August Castle, c'est un autre August que je sais, mais il a aussi interrogé August Castle en 1958. Dans les Augustes, on va s'y perdre. Qui est donc un résident de Yale, qui, en tant que jeune garçon, se souvenait d'avoir entendu parler de Jaco. Enfin, une autre personne qui est Hélène, qui est donc une autre personne, je ne l'ai pas noté ici, mais je l'ai noté dans mes notes, mais je ne l'ai pas noté sur le PowerPoint. Hélène Neal, qui est une artiste réputée et membre des Premières Nations, a reçu l'information, ça je viens de lire du chef Auguste Jack Cazzalano, qu'une créature de cette nature avait atteint Burrard Inlet à Vancouver et y avait été exhibée. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, John Green déclare qu'on lui a dit que le chef en question avait effectivement vu une créature qui avait été exposée en 1884 et il est raisonnable de penser qu'il s'agissait bien de Jaco, même si le chef en question ne le cite pas. Autre élément, je cite, en 1972, Annie York, qui est donc née en 1904, en 1904 et qui est décédée en 1991, parle qu'on a enterré un Sasquatch. Donc c'est une ancienne aussi des First Nations, une ancienne amérindienne, qui est aussi une historienne des Premières Nations, qui vit à Spuzzum, donc l'endroit d'où l'appel téléphonique a été passé, déclare qu'elle se souvenait que son père ou son grand-père avait enterré un Sasquatch qui avait été capturé au lasso par des cheminots dans un tunnel ferroviaire au-dessus de Spuzzum, qui n'est pas le tunnel numéro 4 au-dessus de Yale. On nous dit que lorsqu'il a été capturé au lasso, le cou de la créature a été brisé et il est mort. Alors, donc, elle avait été interrogée à nouveau en 1958 par John Green. Et dans son interview, elle n'a fait aucune mention de cet incident en 1958, donc quelques années plus tard. Non, plus tôt, 1958, c'est bien sûr avant 1972, c'est tout à fait logique. Donc, est-ce que Jaco
a été bien envoyé à Burckhardt une lettre comme il a été décrit, où les gens lui auraient coupé les cheveux pour voir à quoi ressemblait Jaco, et il est mort alors à ce moment-là. C'est ce qu'elle déclare également. On a un autre scientifique, donc voilà. Oui, en 1970, le docteur Grover Clance, qui est aussi un chercheur important, puisqu'il a le premier à avoir étudié les empreintes de Sasquatch, il est décédé en 2002, et avoir publié plusieurs ouvrages là-dessus. Il a également contribué à la découverte de certains éléments et notamment il a pu écarter les canulars et expliquer pourquoi certains de ces moulages étaient authentiques et d'autres étaient des canulars, dans plusieurs de ces ouvrages. Bon, alors, il évoque la possibilité d'une expédition ferroviaire de Jaco à travers les États-Unis. Pour cela, il a été informé qu'il y avait un article de journal sur un étrange animal arrivant de l'ouest à Duluth, au Minnesota, en 1884. Deux personnes qui ne se connaissaient pas ont fourni cette information alors que Krantz a pensé qu'elle pourrait être crédible. Il a vérifié les journaux de Duluth survivants des années 1880, mais n'a rien trouvé. Il a ensuite visité 3 villes sur le chemin de fer canadien, Canadian Pacific Railway, pour voir s'il y avait des preuves du passage de Jaco. Il a parlé aux personnes les plus âgées qui vivaient dans ces villes, mais toutes des personnes qui avaient plus de 90 ans, et leur a demandé si elles avaient entendu des histoires concernant Jaco transmises par des parents, des amis, de la famille vivant dans les années 1880. Aucune de ces personnes n'avait de tels souvenirs. Elles étaient sûres que si la créature était passée par là, elles en auraient certainement entendu parler. Alors, 2 chercheurs qui sont Christopher Murphy et Barry Blount ont été faire des recherches à Yale et à Spessum. Et ils ont trouvé les quais et les ateliers de maintenance du chemin de fer, ainsi que la prison où Jaco aurait été détenu. Et donc, ces informations qui se trouvent dans cet article de journal du Daily Colonist sont géographiquement plausibles, puisqu'ils ont retrouvé effectivement les lieux indiqués. Alors, si c'était un canular, je suis sûr qu'on supposerait aujourd'hui que, d'abord, c'est quoi un canular? Le produit d'un croisement, mais on ne préciserait certainement pas entre quelle espèce, du moins à l'époque. Si on avait écrit l'article, si des gens d'aujourd'hui avaient écrit l'article en 1884, hein, c'est cela que je veux dire. Qu'on dirait que c'est un homme retourné à l'état primitif, probablement un Indien, c'est toujours les Indiens qui payent le tout, bien sûr. Hein. Pourquoi un Indien et pas un homme blanc, par exemple, hein. On dirait également que c'est un enfant sauvagé, tel le célèbre Victor de l'Aveyron ou une espèce de Mowgli, donc un enfant sauvagé qui serait retourné à l'état sauvage, qui aurait survécu par lui-même ou qui aurait été élevé par des loups. Et finalement, on dirait, comme on le suppose dans l'article, que c'est un démon au développement glandulaire anormal, donc atteint d'hypertrichose, échappé d'un asile. Bien sûr. Ou bien un singe échappé d'un zoo ou d'un cirque. Alors, petite remarque aussi, si c'était un homme retourné à l'état primitif, qu'il soit indien ou pas, il n'y aurait aucune raison que ces créatures aient vu ses poils pousser, parce que retourner à l'état sauvage ne veut pas dire que les poils poussent, mais à l'époque, on l'aurait cru. Si c'était un enfant sauvagé tel Victor de l'Aveyron ou une espèce de Mowgli, vous savez, l'enfant loup du roman de Rudyard Kipling, il n'y a pas de raison non plus que ses poils se soient mis à pousser parce qu'il a été élevé par des loups, par exemple. Hein. Mais ça, c'était des choses que l'on aurait pu croire ensemble. Alors, il y a aussi une chose qui m'a fait tilter
c'est que le docteur Huntington qui dit qu'il ne faut pas lui donner de la viande parce que ça pourrait le faire retourner à l'état sauvage. Ça, c'est un truc un peu ancien, c'est plus le vrai aujourd'hui. Également des recommandations qu'on a données dans les siècles passés au sujet de démons, au sujet de loups-garous, je mets ça entre guillemets, et je pense notamment à un jeune garçon au début du XVIIe siècle qui a été condamné pour lycanthropie, donc c'est la maladie du loup-garou, suite à des agressions de petites filles. Hein, bon. Il avait été enfermé, les juges ayant été cléments vis-à-vis de lui, l'avaient enfermé pour à vie dans un couvent. Et on disait qu'on lui conseillait de ne pas lui donner de la viande, hein, sinon il risquerait de devenir enragé, etc. Bien. Alors, bien, un autre détail aussi important, et qui est peut-être une histoire. Alors, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, personne à l'époque n'avait opté pour l'une ou l'autre de ces explications que j'ai données plus haut, mais on avait émis, comme vous avez vu, une hypothèse plutôt intéressante, celle d'une espèce inconnue. C'est ce que le journaliste qui a écrit l'article précise à la fin, et il se demande de quelle espèce il s'agit. Or, c'est pas un raisonnement qui est un raisonnement, comme vous l'avez vu, qui serait logique, quelque part, à l'époque, pour si un journaliste d'aujourd'hui retournait à cette époque, ben, il aurait émis des hypothèses telles que je vous ai émises tout à l'heure, mais certainement pas la question de quelle espèce appartient cette créature en question. Alors, une autre histoire, en 1884, le célèbre cirque Barnum and Bailey présente une attraction qu'il appelle Jojo, The Dog-Faced Boy. Et en fait, Jojo, c'est Fedor Jevtchitchev, ou Jevtchitchev, hein, si on l'anglicisait, qui est en fait une histoire qui est liée quelque part à l'histoire de Jaco d'une certaine manière, mais peut-être pas complètement. Et je m'explique. Donc, Fedor en question est né en 1868 et il aurait été découvert en Russie avec son père. Et Fedor en question est atteint de la fameuse maladie qui est l'hypertrichose et son père également est atteint d'hypertrichose. Alors, on a supposé un moment que Jaco avait peut-être été acheté aux États-Unis par le directeur de cirque Barnum, mais qu'il était décédé avant de pouvoir être exhibé. Et Barnum se trouvant devant un problème critique, trouva rapidement un remplacement dans la figure justement de Fedor en question, Jevtchitchev, et que donc il crée une affiche à ce moment-là avec comme titre Jojo, d'après ce que Krantz a appris effectivement, qu'il existait une affiche de cirque créée en 1884 montrant une créature poilue ne semblant pas être Jojo. Et donc, à ce moment-là, en 1884, cette créature décédant est remplacée par Jojo, qui est un jeune garçon russe atteint d'hypertrichose qui a à l'époque plus ou moins 16 ans. Alors, le problème, c'est que l'affiche originale, moi j'aimerais bien la voir, mais il paraît que l'affiche originale en question n'a pas été retrouvée, parce qu'on aimerait bien la voir. Par contre, on connaît l'affiche représentant Jojo en question, l'homme-chien. Voilà, ça c'est une publication qui est sortie sur une présentation qui a eu lieu en France de Fedor en question. Alors, on a effectivement toute la collection de Barnum a été vendue sur le web il y a quelques années, il y a environ 3 ans. Il y a un tiroir qui porte le nom de Jaco, effectivement dans cette collection. Et les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet récemment, donc Murphy, que j'ai parlé tout à l'heure, a déclaré que le tiroir en question était vide. Et il n'y a aucune autre référence au mot Jaco dans un autre lien avec Barnum et Bailey.
ni un clown, ni quelque chose comme ça qui se serait appelé Jaco, en fait, dans la compagnie de Barnum. Bien, alors, il y a des problèmes, on arrive doucement à la conclusion. Et la conclusion est que finalement, on est dans une impasse quelque part, puisqu'il y a des arguments pour le canular, mais beaucoup d'arguments contre aussi. Et nous sommes un petit peu dans une zone rouge quelque part, ou une zone grise de cette histoire, puisque d'un côté, il y a des arguments pour et des arguments contre. Et que finalement, on ne sait pas grand-chose du devenir de la créature, on ne sait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'articles sur son sujet. S'agit-il d'un canular? On ne le sait pas, bien que les personnes qui aient participé aient existé. Et donc, pour le moment, je crois que la chose qui reste à faire sur ce sujet, c'est de laisser la porte ouverte à de nouvelles recherches éventuelles, de découverte de nouvelles documentations supplémentaires, seront-elles trouvées ou pas. Par exemple, cherchons cette affiche en question, je ne sais pas si un jour elle apparaîtra ou pas. Mais donc, nous sommes dans une impasse, malheureusement, nous ne pouvons pas savoir si il existe ou pas une créature qui a été un jour capturée en 1884 et auquel on a donné le nom de Jaco. Alors, voici donc la conférence un peu compliquée qui se termine. Alors, voilà la bibliographie desquelles j'ai tiré, ou de laquelle j'ai tiré cette conférence. C'est d'un côté Yale and the Strange Story of Jaco the Ape Boy, et de l'autre, c'est Homme des Neiges et Homme des Bois, la traduction française de Ivan Sanderson, publiée en 1963, et l'autre, c'est un fascicule qui a quelques pages, à gauche, qui a été tiré, qui a été publié il y a quelques années, et que j'ai reçu lors d'une de mes visites en Colombie-Britannique. Voilà. Bien. Alors, that's all folks, comme on dit, mais ne quittez pas pour autant. Alors, je vois que Richard nous a déjà quittés, malheureusement. Il aurait dû rester 3 minutes en plus et il aurait eu tout à fait la fin du webinaire. Mais voilà. Donc, moi, je vous ai dit tout à l'heure, on va sortir un petit peu d'ici. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je retournais en Colombie-Britannique. Et c'est peut-être l'occasion de vous en parler un petit peu, mais certains le savent déjà. J'ai une proposition à ce sujet passionnant, je vous ai déjà tenu en partie, déjà averti en partie au début. Eh bien, je vous propose de devenir membre de Sasquatch Expedition et peut-être de capturer un nouveau Jaco, qui sait. Je plaisante ici, espérons qu'on ne va pas devoir le capturer, ce serait peut-être pas évident et ce serait peut-être pas très bon. Alors, je vous propose peut-être de m'accompagner sur place, très prochainement, c'est-à-dire dans quelques mois seulement, quelques semaines. Alors, je vous propose de venir me rejoindre, mais je ne prends que 8 personnes maximum. Voilà. Alors oui, peut-être qu'avant de continuer, y a-t-il des questions sur la conférence aujourd'hui, qui est un peu difficile, je l'avoue, pour moi de clarifier tout ça, parce que j'avais des informations un peu contradictoires à gauche et à droite. J'ai essayé de reclasser tout ça, c'était pas évident. Mais s'il y a des questions, vous les mettez sur le côté. Ah, ça je n'en sais rien du tout malheureusement. Bertrand me demande si les descendants des employés de chemin de fer qui auraient obtenu Jaco ont été identifiés, questionnés. Je n'ai pas d'informations sur le sujet. Je ne peux pas te répondre en question. Sans doute que oui, ou bien est-ce qu'ils ont déménagé dans d'autres régions de Colombie-Britannique, parce que j'ai constaté que beaucoup de Canadiens avaient l'habitude de déménager. Moi, j'en connais plusieurs de mes collègues là-bas qui ont l'habitude de déménager tous les 2 ou 3 ans. Donc, j'ai jamais la même adresse.
c'est parfois même pas toujours le même numéro de téléphone. Donc c'est assez curieux. Il y a des gens comme ça qui ont la bougeotte là-bas. Il faut croire que c'est une mode. On déménage. On déménage. On a envie d'aller voir autre part. Et on déménage parfois même de province. Pas toujours. On ne reste pas toujours dans la zone. On déménage à plusieurs. Ou bien on va dans un autre coin, plusieurs centaines de kilomètres enfin. Et voilà, on déménage. Alors, ça, Robert Matrice me dit que ça fait penser à l'histoire de Zana, effectivement. Quoique le problème de Zana soit aujourd'hui tout à fait réglé visiblement, il s'agissait en fait non pas d'une femme sauvage quelle qu'elle soit, enfin du moins pas sauvage dans le sens où on l'entend velue et compagnie, mais d'une descendante d'une population négroïde qui aurait vécu au Caucase et qui aurait été amené par les Ottomans il y a peut-être plusieurs siècles. On est au 19e siècle aussi, hein, Zana, mais donc le problème est résolu. Allez, bonne nuit, Benoît, on se reparle tout à l'heure une autre fois, hein, ok? Soit par téléphone ou bien on peut aller se voir un verre puisqu'on n'habite pas loin l'un de l'autre. Hein. Alors, bon, revenons un petit peu à ceci. Donc, je prends 8 personnes. Alors, bien sûr, si on fait des grandes découvertes, ben, ça pourrait enrichir les connaissances de l'humanité. Et il faudra aussi, bien sûr, pouvoir supporter un certain inconfort, quoi qu'on essaye un inconfort tout à fait relatif. Hein. Donc, c'est-à-dire cuisiner sur un feu, vivre dans une tente, voilà, ça c'est un peu ce qu'on aurait. Moi, j'ai choisi des endroits, pour, cette fois-ci, on irait dans des zones que je ne connais pas, vraiment, c'est pas grave. Ça fait un peu ce côté explorateur, pionnier, quelque part. Mais j'ai choisi des endroits quand même où il y avait un minimum de confort de telle manière à que ce ne soit pas tout à fait dans la nature. Il y a un minimum des toilettes publiques et une table et des bancs comme des tables de camping là, sur les aires d'autoroute, hein, un petit peu comme ça. Donc, un minimum, malgré tout, j'ai choisi cela. Hein, qu'on ne soit pas complètement comme des hommes sauvages. Alors, je vous mettrai à votre disposition des appareils performants, appareils de vision nocturne de génération 2+, des caméras thermiques en question, donc ça c'est tout à fait utile, des enregistreurs, j'ai des appareils photo 3D également, ils peuvent prendre des photos en 3D, c'est très utile, parce que ça permet de photographier en relief. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai des appareils qui sont capables de détecter des traces de sang, des traces d'urine et des trucs comme ça sur le sol. Je l'ai testé sur mes chats, je l'ai testé dans mon jardin et effectivement, ça donne. Ça donne, effectivement. Oui, dans mes bacs à chat, j'ai un peu regardé comme ça. Et effectivement, ça donne effectivement bien. Ça fait un peu luminol comme on voit dans les séries TV. Alors, donc, on mettra en place des techniques spécifiques pour inciter les Sasquatch à nous approcher et à entrer en contact avec nous. J'ai, par exemple, plusieurs pièges optiques, hein, et on mettra donc des appâts et on laissera les pièges optiques de façon judicieuse pour peut-être avoir la chance de capturer ces Sasquatch, ou un Sasquatch. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est démontré sans équivoque que le Bigfoot existe, s'il faut encore le démontrer, en amenant du matériel performant, question, hein, comme je viens de le décrire, et peut-être des preuves, des photos, des films. Alors l'idée, c'est peut-être dans l'avenir, si ça prend forme, de créer un centre permanent de recherche. En question, bien sûr, c'est permettre aussi à des gens comme vous, qui ne sont pas nécessairement des gens spécialisés, de venir sur place, de se faire une opinion, et de jouer un rôle dans la découverte de ces nouvelles espèces, et spécialement du Sasquatch. Alors, bien sûr, ça pourrait aussi être un complément efficace et tangible aux actions d'ONG comme le WWF ou l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, car
En leur ramenant des éléments, ben, on pourrait protéger certaines zones où serait relevée une population de Sasquatch. Finalement, si elles sont, bien sûr, si le Sasquatch, on parvient à l'authentifier par des éléments concrets, des collectes concrètes. Alors surtout que maintenant, on a aussi des techniques de prélèvement sur l'ADN environnemental. Donc, une empreinte de Sasquatch, un pied Sasquatch, de Sasquatch, des restes de nourriture collectés peuvent donner des indications sur une espèce inconnue, sur l'existence de cette espèce. Alors, donc c'est ce que je viens de dire, ça peut jouer effectivement dans le rôle aussi, bien sûr, de protection d'un environnement, d'une zone, protection qui jouerait, qu'on confierait bien sûr aux Canadiens, qui jouerait sur une protection de la biodiversité et de la nature de cet endroit. Alors, comment est-ce qu'il va se dérouler cette expédition? Eh bien, bon, d'abord, bon, il y aura moi-même qui serai sur place. Et comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs expéditions en Colombie-Britannique, 15 expéditions en Amérique en tout cas, Colombie-Britannique et Canada, et Texas, pardon, et je vous guiderai sur les traces du Sasquatch Bigfoot. Alors, là viendra me rejoindre Thierry, qui est un militaire de carrière, qui est guide nature et qui est formateur de guide de randonnée. Il a été un de mes formateurs. Et il vous initiera à l'orientation et à la survie en forêt. Il assurera également la gestion du deuxième camp si nous sommes au moins 6 pour créer un deuxième camp. Et est prévu également, éventuellement, Jonathan, qui est zoologiste, cinéaste, vidéaste animalier, également tout à fait confirmé. Il sort d'une école de cinéma animalière qui se trouve cinéma animalier qui se trouve en France. Hein. Il n'existe malheureusement pas ni en Suisse ni en Belgique. C'est la seule dont je connais l'existence. Il y a des écoles de cinéma, bien sûr, dans plusieurs pays, mais c'est la seule que je connais, en tout cas en Europe occidentale. Alors lui, vous initiera à la prise de son, à la prise de vue, etc. en milieu naturel, et il sera chargé de faire les relevés d'indices. Il prendra toutes les vidéos et photos de l'expédition, bien sûr avec mon aide. Alors le programme, vous le connaissez peut-être déjà. Rendez-vous à l'aéroport de Vancouver, récupération du 4x4, éventuellement logement si c'est nécessaire sur place, si on arrive le soir. Et visiblement, cette émission devrait arriver vers 11h du soir, hein, venant de France ou bien d'Amsterdam. Nous, on va partir d'Amsterdam. Alors, les Français peuvent partir de Paris, de Charles de Gaulle, mais nous, on va partir d'Amsterdam. Parce que les horaires nous conviennent. Donc, on récupère les gens le premier jour, on repart vers l'île de Vancouver. Là, on s'installe à l'endroit en question. Les jours suivants, chaque matin, on aura un petit briefing de l'équipe, rappeler les consignes, distribuer le rôle de chacun. Alors, on aura un petit cours sur l'orientation, par exemple, ou sur la prise de vue, de telle manière à pouvoir permettre à ceux qui n'y connaîtraient pas d'avoir un bagage quand même sur ce sujet-là, parce que nous n'allons pas toujours nous déplacer en groupe dans la forêt. Parfois, on va se déplacer à 2 seulement. Alors, il vaudrait peut-être mieux qu'on vienne au camp. Hein. Alors, on placera également des pièges optiques. J'ai mis le 6e jour, mais ça peut être le 3e, 4e, 5e en fonction des événements que nous vivrons. Hein. Alors, à un certain moment, une ou deux fois, nous devrons abandonner le camp pour aller nous ravitailler. C'est de l'occasion de voir si quelqu'un de nos amis velus viennent visiter ce camp. On mettra des dispositifs en place de telle manière à pouvoir repérer si quelqu'un est venu visiter le camp. Et ensuite, on va évaluer le résultat, prendre des notes, tout ça. On vous apprendra, on vous montrera comment prendre des notes, comment remplir des fiches, éventuellement sur nos découvertes. Moi-même, je tiendrai un journal quotidien. Hein. Voilà, et on va relever les pièges optiques, etc. Ça, c'est en gros le programme que je vous ai concocté. Le 13e jour, on va démonter le camp, ou le 14e jour, on va démonter le camp, et on reviendra donc
vers l'Europe et on arrivera le lendemain de notre départ de Colombie-Britannique. Alors, retour d'expédition, vous serez invité gratuitement à la prochaine édition des rencontres européennes de cryptozoologie que j'espère pouvoir mettre sur place l'année prochaine, puisque après ces 2 ans, il y a encore une petite incertitude de pouvoir le faire à l'automne, bien nous le ferons l'année prochaine. Et donc vous recevrez un certificat encadré quand vous avez participé à l'expédition. Vous aurez accès à toutes les archives et vous serez informé des plans et des activités prochaines que nous mettrons sur place et vous pourrez y participer. Vous serez privilégiés les premiers si vous vous inscrivez. Vous aurez un avantage sur des nouveaux pour vous inscrire. Et bien sûr, vous aurez accès aux archives et de tout ce que nous aurons publié et de tout ce que nous aurons récolté. Alors, bien sûr, moi, je vous parle d'expérience, même si vous ne me croyez pas, vous ramènerez et vous emporterez avec vous une expérience unique. Moi, je vous garantis, d'après tout ce que j'ai vécu sur place et compagnie, ça m'incite chaque année à y retourner parce que ça a été vraiment encourageant, notamment dans les années 2008, 2009, 2015, ça a été vraiment encourageant de retourner. Alors, vous aurez bien sûr des souvenirs à raconter. On aura rencontré, bien sûr, des ours. On aura peut-être croisé un puma. C'est très rare, mais ça arrive. On aura vu des traces, etc., etc. On aura vu aussi le fameux aigle américain, le pigargue à tête blanche, qui se trouve un peu partout aux États-Unis, mais au Canada, il existe également. Alors, donc, bien sûr, il y aura une responsabilité, c'est que vous tiriez le meilleur parti des connaissances que vous avez acquises, que vous deveniez un défenseur actif de la recherche d'espèces non encore répertoriées, dans la cryptozoologie, ou plus spécialement ici, du Sasquatch en question. Alors, c'est vraiment pas très dur. Alors, le montant de l'expédition, parce que bien sûr, ça a un coût, ça comprend la location des véhicules, ou du véhicule ou des véhicules, l'essence, les services d'hébergement dès votre arrivée, dès votre prise en charge sur place, les repas bien sûr, les passages en ferry, les frais d'organisation et d'accompagnement, la mise à disposition du matériel de recherche dont je vous ai parlé, et la formation que vous aurez sur la survie, l'orientation, le relevé d'empreintes, le moulage d'empreintes, etc. Alors, ce qu'il ne comprend pas pour des raisons diverses et variées que je peux vous expliquer, c'est votre voyage aller-retour, pour la bonne raison que, comme je vous dis, il y a des gens qui vont partir de France, des gens qui vont partir d'Amsterdam, d'autres peut-être d'autres régions, et que les tarifs sont différents, que les tarifs changent régulièrement. Donc, si moi je prends aujourd'hui par exemple, demain, ma carte, je l'ai déjà, mais je disais, si je prends mon billet, par exemple, demain, dans 8 jours, Jacques, j'invente, des noms qui se rappellerait Jacques, prendrait son billet dans 8 jours, ça n'aurait peut-être pas le même tarif, donc c'est assez compliqué d'organiser cela, et c'est pour ça que je vous le laisse. Alors, nous ne sommes pas non plus une agence de voyage, donc on ne va pas commencer à marcher sur les pieds des agences de voyage. Je vous conseille de prendre aussi une assurance voyage individuel full option, comme je prends également, donc tout risque en question. Ça comprend l'annulation, mais aussi les accidents corporels que vous pourriez avoir sur place. Ça peut arriver, on ne le souhaite pas. Alors, il faudra peut-être encore, je dois vérifier, mais en tout cas, il y a 2-3 ans, il fallait encore une autorisation de circuler sur le territoire canadien. Ça, c'est une chose qui coûte pas vraiment cher, c'était $7 et c'est valable pour 6 ans. Donc, c'est vraiment $1 et $1 canadien, c'est moins d'un euro. Donc, ça coûte vraiment pas cher. C'est pas ça qui va créer votre budget. Alors, les dépenses personnelles, bien sûr, si vous avez envie de vous acheter, je sais pas moi, un nouveau pantalon, des souvenirs, ça, je n'entre pas. Et bien sûr, et l'argent de poche, votre argent de poche, ça, bien sûr. Et tout ce qui n'est pas spécifié précédemment. Je ne sais pas quoi. Alors, je vous offre des bonus. Donc, je vous ai dit que vous auriez une entrée gratuite à la prochaine édition des rencontres européennes de cryptozoologie.
Vous aurez une vidéo qui sera montée qui reprendra votre aventure, bien sûr, au-delà de celle que vous auriez peut-être pu prendre. Alors, vous aurez une réduction de 10% sur votre participation à la prochaine expédition Sasquatch ou au prochain Sasquatch Safari. Alors, si vous inscrivez une deuxième personne en même temps que vous pour cette expédition, eh bien, vous bénéficierez de 10%, retenez bien ce chiffre, et vous aurez également un équipement de camping complet si vous n'en avez pas. Alors, le total de ces bonus, c'est plus ou moins 1500 €. J'ai une tendance à dire que ce serait même plus que 1500 €, ce qui est pas mal quand même. Alors, nos garanties, eh bien, on reportera sans frais votre inscription si jamais la situation sanitaire ou autre devait l'exiger. Et vous auriez le remboursement éventuellement versé qui reste possible sur demande. Voilà. Avant, bien sûr, votre départ. Alors, j'ai quelques limites à ce niveau-là. Bon, si c'est pas suite à une circonstance indépendante de notre volonté, si vous demandez un remboursement, ce sera dans le mois qui précède ou quelque chose comme ça. Mais bon, mais pour des raisons personnelles. Mais ici, vous auriez le remboursement des sommes si vous dites, écoutez, moi j'ai dû annuler pour des raisons sanitaires ou autres, hein, indépendant de ma volonté. Vous ne voulez pas que les sommes versées soient reportées, ben on vous le rembourse, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, si vous n'êtes pas sûr de nous accompagner, par exemple l'année prochaine. Alors, que devez-vous faire maintenant? Eh bien, tout simplement, vous décidez pour ce voyage qui aura lieu du 17 août au 4 septembre de cette année. Voilà. On a un peu changé les dates par rapport aux faits précédents parce que pour des raisons X, Y, Z, je vais pas rentrer là-dedans, mais on est toujours à un jour. Alors les dates, ce sont les dates à un jour près. On pourra peut-être demain, je pourrais peut-être dire, écoutez, c'est pas le 18, on parle le 17 par exemple, ça pourrait être le cas. Alors joignez-vous plutôt à l'expédition si vous avez cet esprit d'aventurier et que vous voulez découvrir des choses exceptionnelles. Alors je vais vous lancer ici quelque chose, voilà. Alors, pour réserver la place et avoir les renseignements complets, cliquez ici, réservez votre place dans la zone verte. Hein. Là, je vais la publier, d'ailleurs, ce sera beaucoup mieux. Donc ça, vous pouvez le faire immédiatement, faites-le ce soir, parce que je commence vraiment à faire des calculs, à faire mes réservations de 4x4 et des trucs comme ça, enfin de SUV et compagnie, je commence à les faire maintenant. Donc, il est temps de réserver votre place, surtout que je ne prends que 8 personnes avec moi et pas une de plus. Voilà. Alors, le montant total est de 3 995 €, qui n'est pas cher, parce que si vous deviez, ça je vous l'explique dans toute ma page en question, je ne l'ai pas fait ici, mais si vous deviez monter vous-même votre expédition en vous achetant le matériel, en faisant vos réservations, etc., ça vous reviendrait, et je vous mens pas, ça vous reviendrait dans les 15 000 €. Alors, moi, je vous offre finalement cette possibilité de m'accompagner pour 3 995 €. Et si vous déduisez en plus le montant que je vous offre, qui est à peu près de 1500 €, plus ou moins, eh bien, finalement, ça vous revient pour 2500 € au lieu de 15 000 €. C'est vraiment une opportunité pour moi. Et pour vous, c'est pratiquement les 2500 €, ben c'est pratiquement le prix que moi-même je paye. Hein. Ou que je payais du moins dans les années précédentes, puisque aujourd'hui, je crois que je vais arriver à peu près au tarif et au montant de 4 000 €, parce qu'il y a eu des suppléments. J'ai vu que des tarifs avaient augmenté, notamment de location de voitures avaient doublé pratiquement. Donc voilà, donc j'arrive pratiquement à 3 000, 4 000 €, 3 995 € moi-même. Donc vous payez pratiquement, je vais dire, vous payez, franchement, vous payez le tarif de base, celui que je payerai moi-même cette année-ci, ça sans discontinuité. Alors voilà.
Alors, bien sûr, si vous avez des choses à me demander, contactez-moi. Si vous n'avez pas encore toutes les réponses, contactez-moi. Et je vous donnerai, bien sûr, je vous recontacterai, soit par Skype ou Messenger, pour ceux qui ne vivent pas en Belgique, et pour les Belges, eh bien, un numéro de téléphone suffira, et je vous appellerai à ce moment-là, dans les 24-48 heures. OK? Aujourd'hui, je ne vais pas vous rappeler aujourd'hui quand même, hein. Il est un peu tard. Voilà, donc vous pouvez me les poser encore dans le chat. Alors, je vais encore une fois voir ce qui reste comme question. Je pense ici, soit de 1900 qui rapporte les actes sur des chasseurs par des Bigfoot au Mont-Saint-Hélène, c'est proche de la Colombie-Britannique, il me semble. Peut-on y voir un lien? Non, pas vraiment. Je vois, non, c'est une histoire, je crois que oui, je vois ce qu'il s'agit. Non, il n'y a pas, je crois que cette histoire a finalement été démontée. Il s'agit d'un canular. Non pas un canular des gens qui l'ont rapporté, mais un canular sur les témoins en question. Une blague que des collègues de ces témoins qui étaient des chercheurs d'euros, des trappeurs, des chasseurs, non, c'était des chasseurs, que des collègues leur avaient monté. Finalement, j'ai lu ça quelque part. Alors, pas éléments concrets, canular ou pas, mystère, ouais, à voir. Voilà. Oui, alors Marc, oui, effectivement, la Colombie-Britannique est une région plus réputée qu'une autre pour les observations de Bigfoot. C'est aujourd'hui une des premières régions où il y a le plus d'observations avec l'État de Washington, mais il y a aussi le Texas n'est pas mal non plus, commence à rejoindre la course, et le nord de la Californie aussi commence à rejoindre la course. Voilà, donc qui est-ce qui reste pour le moment parmi les participants? Qui est-ce qui reste? On va faire une petite mise à jour. Alors, ouais, voilà, il y a eu des gens. Donc, vous êtes encore 2 en liste, à peu près. OK. Donc, voilà, contactez-moi si vous voulez m'accompagner cette année-ci. Ce sera vraiment très chouette. Et on passera un excellent moment, comme chaque fois que je suis sur le terrain. Et on rencontrera plein de trucs, et on aura plein d'aventures. Peut-être rencontrerons-nous un Sasquatch, peut-être pas. En tout cas, des traces et des indices de présence, ça, je vous le garantis à 90%, en tout cas, si pas à 100%. Donc, voilà, on va clôturer cette intervention ici, qui finalement a pris beaucoup moins de temps que je ne croyais. Bon, d'habitude, je m'imagine, on en a pour plus de 2 heures, mais ici, il est 21h34 à ma montre, donc visiblement, on a mis moins de temps. Très curieux, mais c'est comme ça. Bien, alors, on va clôturer ici. Je vous remercie de votre présence.